Merci d'être venu, déjà. C'est une première chose. Donc aujourd'hui, conférence du groupement d'entreprises Appibiz. Une petite rapide présentation du groupement d'entreprises Appibiz, donc quelques boîtes de la ruche qui cherchent à donner un sens à ce qu'on appelle le commerce 2.0, donc les nouvelles façons de commercialiser sur nos marchés. La première conférence était sur l'emailing dans le B2B, donc réalisé par Olivier Jonker de Business Link. Et aujourd'hui, donc c'est nous qui allons, Manetto, présenter qu'est-ce que les entreprises doivent attendre d'une bonne solution CRM. L'idée, c'est que comme on n'est pas nombreux, je vais vous faire participer. Ça sera plus simple, ça sera plus amusant aussi. Donc on va commencer par une introduction, en parlant un peu de vocabulaire. Alors déjà, il y a juste une première question. Qui a des clients aujourd'hui? C'est bien, vous êtes au bon endroit. Ça tombe bien. Alors, quelques petites définitions. La connaissance client. Ça, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est pour vous la connaissance client? Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de la connaissance client? C'est la somme des infos qu'on possède sur notre clientèle. C'est ça, la somme des informations qu'on possède sur une clientèle. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'elles peuvent être, ces informations? À quoi peuvent correspondre ces informations? Alors, on a les informations classiques qu'on connaît tous, l'adresse, le nom, le prénom, l'état civil, etc. Mais si on va un peu plus loin, la connaissance client, ça regroupe plein de choses. La plupart du temps, moi j'ai des clients qui me disent, bah voilà, moi je connais mes clients, j'ai pas de souci, je sais où ils habitent, je sais ce qu'ils font dans la vie, et je sais quelle facture, quel devis j'ai en cours avec eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? La connaissance client, ça regroupe tout ce qu'on a et qu'on sait autour de son client, mais y compris tout ce qu'on a échangé avec lui. Le dernier rendez-vous, l'appel téléphonique, la fois où on l'a croisé à un salon. C'est l'intégralité des interactions, des échanges qu'on a pu avoir avec notre client, directement en rendez-vous, dématérialisé sur un devis, etc. C'est toutes ces données. C'est un concept très marketing, mais l'intérêt de la connaissance client, c'est pas que de stocker cette information, parce que ça, tout le monde est capable de la stocker. L'intérêt, c'est surtout d'être capable de l'ordonnancer, de l'historiser et de l'exploiter, et donc d'en tirer un résultat. Pour ça, on a donc des outils comme la CRM. Quiz. Que veut dire CRM? Alors, je vois des têtes là. Allez. Personne? Non, toi, tu peux pas répondre. Je peux bien, ouais. Alors, CRM, c'est un acronyme américain, parce qu'on aime ça dans l'informatique. CRM, Customer Relationship Management, pardon pour l'accent. C'est un outil de gestion de la relation client. Donc c'est l'outil qui vous permet de structurer, d'historiser, d'organiser, donc d'exploiter ce qu'on s'est dit juste avant, la connaissance client. Un prospect, un client. Est-ce que tout le monde voit la différence entre ce qu'est un prospect et ce qu'est un client? Oui. Alors qu'est-ce qu'un prospect? Un prospect, c'est quelqu'un qui est dans mon fichier, mais qui n'a pas encore une relation commerciale avec moi. Qu'est-ce qu'un client, donc? Quelqu'un qui est dans mon fichier et qui a eu une relation commerciale avec moi. Je dis relation commerciale pour ne pas utiliser le mot vente. D'accord. Est-ce qu'un client ne peut pas être prospect? Si, un client pour un produit A peut être prospect pour un produit B. Ou de nouveau pour un produit A. L'idée, c'est que la différence entre prospect et client est très contextuelle, en fait. On n'est pas un jour prospect et demain client ad vitam aeternam dans la société. On est contextuellement soit prospect, soit client. Parfois, on redevient prospect sur une autre offre. Parfois, on devient un partenaire. On était partenaire, on devient client. Et donc, on regroupe toute cette notion-là sous la forme d'un contact. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt en fait, de stocker l'information, c'est de stocker l'information du contact et des interactions qu'on a avec ce contact. Une fois, il est prospect. Une fois, il est client. Parfois, il est les deux en même temps. Donc, c'est très généraliste. Un client aujourd'hui, c'est quoi? Un client aujourd'hui, c'est plein d'interactions. C'est un canal d'entrée. Comment il nous a connu, par quel canal il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé par le web? Est-ce qu'il est arrivé par un coup de téléphone? C'est une origine. Comment il nous a connus? Ça, c'est très important de savoir comment le client nous a connus. C'est, comme je disais tout à l'heure, un historique de toutes ces interactions. Donc, l'intégralité des échanges qu'on a pu avoir, que ce soit des échanges documentaires, que ce soit un appel téléphonique, toutes ces données-là se structurent et doivent se structurer, en tout cas doivent se stocker, et pour justement être capable d'être exploité. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'un client aujourd'hui, on a énormément d'interactions avec lui. C'est censé être symbolisé par le petit dessin à côté. Et l'important, c'est de savoir exactement à tout moment où j'en suis avec ce client, avec ce prospect,
C'est-à-dire qu'au moment où je le rencontre, au moment où il m'appelle, je dois avoir l'information de quel est son dernier devis, est-ce qu'il y a un litige avec moi, où est-ce que je l'ai rencontré déjà, par qui je l'ai rencontré, quelle a été la mise en relation. Donc aujourd'hui, un client, c'est toutes ces informations-là. Cette notion de connaissance client, elle évolue avec les sociétés. Au début, on commence, on est 2, on est 3, on a 1, 2, 3 fichiers Excel où on partage un peu les informations, mais la plupart du temps, on a ses propres informations. Donc on a une liste de clients, une liste de prospects, on ne travaille pas chacun dans son coin, mais en tout cas, on a chacun l'information chez soi. Et puis, arrivé à une certaine taille, on a besoin de partager cette information. Donc à un moment donné, on fait des réunions, on échange, ça prend du temps, etc. Donc on se dit, on va quand même mettre un outil un peu centralisateur, et puis on partage un fichier Excel sur le réseau. Donc l'idée, alors fichier Excel ou autre, hein, mais l'idée c'est qu'on commence d'abord tous par là, par échanger sur un fichier tout simple. Voilà, je vois des têtes qui font ça, donc c'est du vécu. Et puis on continue à grossir, on continue à grandir, on prend un outil de gestion pour gérer la facturation, on prend un outil qui permet de gérer les documents, et puis on essaye de se structurer autour de 3, 4, 5 outils. Et arrivé à une certaine taille critique, eh ben, c'est trop compliqué pour changer l'intégralité de ces outils. Et puis on reste avec toute cette gamme d'outils assez longtemps. L'idée étant d'optimiser cette partie-là en simplifiant les processus et donc en mettant un outil, ou en tout cas en essayant de centraliser au maximum la vision du client. Parce que sinon, un client, c'est un outil de gestion documentaire avec ses devis, un outil Outlook pour savoir quand est-ce que je l'ai rappelé et quel rendez-vous je lui ai mis, un outil Excel pour savoir quelles sont les prochaines propositions que je vais lui faire. Voilà. Donc c'est 3-4 outils pour un client, c'est bien compliqué. La connaissance client, ça s'axe sur 3 axes majeurs. L'acquisition, la vente, bien sûr, et le suivi. Alors l'acquisition, c'est toute la partie marketing, comment je source mes futurs clients, donc comment je récupère l'information de qui pourrait potentiellement être intéressé par mon offre, comment j'adresse à ce prospect l'information, est-ce que je fais une campagne de mail, est-ce que je fais une campagne d'appel sortant, voilà, c'est un exemple très précis, hein. Mais l'idée c'est comment j'alimente ma base de potentiels clients. Quand j'ai ces potentiels clients, eh ben, j'ai des potentielles affaires. Donc ces affaires, je dois les traiter, je dois les suivre, je dois vendre. Ça c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est quand j'ai vendu, je dois suivre. Je dois suivre mon client dans le temps, je dois suivre l'évolution de son produit, et je dois lui assurer en fait le fait qu'on continue à travailler avec lui, même quand la vente est terminée. Donc ça, ce sont les 3 axes majeurs qui sont traités par ce qu'on appelle la CRM. Un peu d'état de l'art. Donc les défis clients pour 2017. Alors ça, c'est assez simple à comprendre, hein. Aujourd'hui, on a toujours plus d'informations à traiter. Et l'information n'est plus structurée. Plus forcément structurée. Une information structurée, non structurée, pour prendre un exemple tout simple, structurée, on va être sur un formulaire web par exemple, nom, prénom, adresse, email, on est sur quelque chose de très cadré. Une information non structurée, ça va être par exemple des échanges sur des réseaux sociaux. Des choses qui vont être très immatérielles à un instant T, qui ne vont pas forcément être très concrètes, un avis, un échange, c'est des choses qui sont difficiles à justement structurer de manière claire. Des contraintes de temps de plus en plus fortes, le client veut aller toujours plus vite, et côté B2B, peu importe, en tout cas, dans tous les cas, côté commerce, nous, en tant que commerciaux, on se doit d'être le plus réactif possible par rapport à nos clients. La plupart du temps aussi, on se rend compte que les clients en savent bien plus qu'avant sur la société, sur le produit qu'ils recherchent. Donc l'idée, c'est d'être le plus réactif possible pour dépasser le petit copain déjà, et pour tout simplement satisfaire le client, puisqu'un client qui, par exemple, dépose un besoin sur un web, donc vous êtes sur une page web, un formulaire, je cherche à être renseigné sur tel sujet, s'il est rappelé dans les quelques heures qui suivent, c'est bien plus efficace que d'être appelé 24-48 heures après. Des relations qui sont complexes, alors complexes dans le sens multicanal, puisqu'aujourd'hui le client n'est plus uniquement un client qui arrive en magasin et qui se présente à un vendeur, mais aujourd'hui c'est un client qui va sur le web, qui va sur les réseaux sociaux, qui a son smartphone partout, donc qui est au courant de tout, ou en tout cas qui suit la société. C'est un client qui va envoyer un mail, c'est un client qui va passer en magasin et qui s'attend à avoir la même information, que ce soit en magasin ou sur le web. Circuit de décision, tout simplement parce qu'aujourd'hui, alors là c'est plus B2B,
L'idée de la connaissance client, c'est aussi intéressant dans le sens où vous êtes capable d'identifier quelle est la hiérarchie et quelles sont les relations au sein d'une société. Qui est le décideur? Je rencontre quelqu'un qui potentiellement est intéressé par ma solution. Qui est le décideur chez ce client? Qui est la personne qui pourrait potentiellement être influenceur pour moi chez ce client? Qui nous a mis en relation? Donc ça, c'est vraiment la complexité, c'est d'être capable de comprendre les relations entre les différentes personnes qui interviennent dans mon affaire et d'identifier, par exemple, le circuit de décision. Un autre défi de 2017, ça va être d'en finir une bonne fois pour toutes avec les silos. Alors les silos, c'est assez simple à comprendre. Hein. C'est dans une société, vous avez un service marketing, vous avez un service commercial, vous avez un service administration des ventes, administratif. Voilà. Je prends 4 services. Aujourd'hui, les sociétés qui ont déjà une certaine existence, la plupart du temps, ont 4 équipes, parfois ont 4 outils pour gérer le même client. Et par définition, chaque équipe a son budget, chaque équipe a son mode de fonctionnement, donc chaque équipe n'a pas la même logique ou ne réagit pas forcément de la même manière vis-à-vis d'une demande client. L'idée, c'est de ne plus justement passer par une solution par service et par besoin, mais plutôt une solution très transverse qui correspond à un besoin client. Alors vous m'interrompez, hein, surtout si vous avez une question, si je ne suis pas clair, si je vais trop vite. Donc l'objectif, c'est bien de casser cette notion de silo et de voir la vision client comme très centrale au sein de la société et que ce soit justement les personnes qui gravitent au sein de la société, qu'elles soient du marketing, du commerce ou autre, qui viennent chercher l'information au même endroit. Multicanal, omnicanal. Alors là, je vais me retourner, forcément, vous devez connaître. Dans les domaines du marketing, Olivier, je suis sûr que tu connais. La différence entre multicanal et omnicanal. La multicanal, c'est récupérer des ventes par des canaux différents. Omnicanal, c'est récupérer les ventes par tous les canaux. Et surtout, ils sont fusionnés. C'est surtout ça, voilà. Ouais, j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps chez Boulanger sur le web. Et je me suis gouré dans l'adresse de facturation. Le web ne peut pas le changer. Je suis allé en magasin pour faire un échange. Ça a été l'enfer. Ça m'a pris 3 heures. Bah, c'est exactement ça. Bon, en tout cas, ça en fait partie. C'est ça. Multicanal, alors je ne vais pas parler de monocanal, mais multicanal, ça correspond un petit peu au silo que je viens d'évoquer, mais plutôt dans le canal de vente. On va avoir des sociétés qui ont un canal de vente sur le web, qui ont en même temps des magasins, qui demain promeuvent, ou en tout cas sont sur les réseaux sociaux, et n'ont pas la même réactivité, n'ont parfois pas le même message, pas la même vision du client, sur ces 3 canaux différents. Donc là, on est sur quelque chose de très vertical. Et demain, l'idée, c'est de ne plus visualiser un client en fonction de son état. Je suis client, je suis en facturation, je suis en train d'acheter, je ne suis pas encore client, donc je suis dans le marketing. Mais c'est de vraiment voir le client au centre du processus, et que justement la vision du client soit la même, que ce soit en magasin, sur le web, au service client. Donc l'idée, c'est vraiment de positionner le client au centre de la société. Alors, ça c'est une étude Gartner qui est sortie il y a quelques mois. Je pourrais vous transférer le lien, de toute façon je transférerai la presse. Ils ont essayé de faire un petit peu un medley, un mix de questionnements à partir de sociétés qui ont des CRM, d'anciennes CRM, qui sont en train d'en mettre ou qui souhaitent en mettre. Ce qui en ressort, c'est ça. Donc c'est 5 points assez clairs. Hein. L'idée étant de positionner ces points-là pour, entre guillemets, faire une réussite d'une bonne CRM sur 2017. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en tout cas, par notre vécu, nous on se rend compte qu'en effet, ces besoins-là sont ceux qui vont demain correspondre à une vraie attente des clients par rapport à leurs outils de relation client. Personnalisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire suffisamment souple pour être adapté. Aujourd'hui, il y a à peu près autant de processus de vente et de cycles de vente qu'il n'y a de sociétés. Chaque société a sa manière de faire, chaque société adresse son client, ou en tout cas adresse son process commercial différemment. Donc partir d'un outil standard qui, entre guillemets, n'est pas modifiable, n'est pas évoluable avec les besoins du client, c'est quelque chose qui est un frein à la réussite d'un projet CRM. Simple, bah, ça s'entend, hein, c'est qu'aujourd'hui l'utilisateur veut profiter des outils, veut que ce soit justement simple à mettre en place, rapide, simple à utiliser et adapté à ce que lui fait au quotidien.
c'est pas l'utilisateur qui doit se contraindre et s'adapter à l'outil, mais l'outil qui doit être le plus adapté et le plus proche des usages actuels de l'utilisateur. Collaborative, encore une fois je reviens sur mes silos, c'est tout simplement pour casser cette notion de chacun travaille dans un cycle, chacun travaille dans une équipe. Non, on travaille tous, le client et toute la société travaille autour du client. Donc collaborative, la CRM de demain doit être capable de permettre d'échanger l'information, peu importe le secteur, peu importe le besoin, et donc justement d'être très transverse, aussi bien une personne du service client doit être capable de poser une question, par exemple, sur un sujet, à une personne du commerce, ou de pousser une information. Un exemple très concret, un client qui ne paye pas ses factures, il doit y avoir une information quelque part sur la CRM, même si ce n'est pas la CRM qui gère la facturation et la gestion. L'idée, c'est qu'un commercial qui demain se représente devant ce client doit avoir l'information comme quoi, attention, ce client a un souci entre guillemets avec sa facturation. Donc l'idée, c'est vraiment de collaborer et d'échanger autour du client. Agile et connecté. Agile dans le sens où on a deux modèles d'entreprise qui se distinguent. C'est très très gros ce que je dis, mais l'idée c'est de voir deux idées d'entreprise. Des entreprises assez récentes qui se développent depuis quelques années, où on a vraiment un côté qui, eux, ont bien acquis justement cette notion de collaboration, cette notion de transversalité, et qui doivent justement posséder des outils qui leur permettent de répondre à ces besoins-là, à des besoins d'échange, à des besoins de collaboration au sein des équipes, et des sociétés qui, elles, sont ce qu'on appelle en transformation, et vont devoir faire une phase de transformation digitale, mais pas que, aussi une phase de transformation de process pour justement casser ces silos. Donc ces solutions doivent être suffisamment agiles pour accompagner les entreprises d'aujourd'hui dans leur développement et transformer les entreprises d'hier. Connecter, forcément une CRM, c'est le cœur du système client. Ça doit être connecté à vos outils du quotidien, ça doit être capable de parler à votre smartphone, ça doit être capable de parler à votre outil de gestion pour savoir où en est justement l'état de facturation. Ça doit être capable de parler à votre site web ou d'écouter par exemple les réponses de campagne marketing. Alors, dernier point, rapide, Big Data et Machine Learning. Ça c'est un sujet, c'est perspective 2017, mais 2017-2027. Le Big Data et le Machine Learning, je ne vais pas m'éterniser dessus. L'idée c'est, je vais donner 3 exemples pour illustrer ce que peut donner le mélange entre la notion de Big Data, Machine Learning et la notion de relation client. Dans le marketing, aujourd'hui, on est déjà capable, avec des informations de Big Data, de faire des prédictions de vente et surtout de faire des campagnes contextualisées. Alors, je vais donner un exemple très concret parce qu'on a participé à un projet dans cet ordre-là, où avec un partenaire, le partenaire était capable de proposer des offres ciblées en fonction de la météo. Donc typiquement, alors c'est pas que du Big Data, mais l'idée c'est qu'en fonction de toutes ces données-là, il est capable d'envoyer un mail à son client. Le client ouvre le mail à 9 h du matin, le mail lui dit bonjour, et le mail, grossièrement, les données lui permettent de savoir que par exemple il pleut, et le produit qu'il va proposer, ça va plutôt être un cacahuète. Je donne un exemple très basique. Le mail va être ouvert le soir, le même mail va être ouvert le soir, le mail va lui dire bonsoir, et comme il fait beau, il va plutôt lui proposer un barbecue. Donc on est sur alors c'est un exemple très pragmatique, mais on est sur la récupération d'énormément de données qui gravitent, pas forcément autour du client, mais en général, et être capable de justement proposer des offres le plus sur mesure possible. Dans la vente, on est plutôt sur des exemples de cross-selling. Donc le cross-selling, c'est je vais vendre un produit à mon client, et potentiellement, je sais qu'en fonction de ses données comportementales, qu'est-ce qu'il a déjà acheté, est-ce qu'il a 3 enfants, etc., etc., je vais être capable de lui vendre également un add-on, un ajout, et donc d'augmenter cette vente. Et un dernier sujet très rapide, le service client. Donc aujourd'hui, un des exemples, un des cas d'usage de ces process-là dans le service client, ça va être capable de détecter par exemple les clients qui sont susceptibles de quitter ma société. C'est bon pour vous ? Alors, un CRM pour faire quoi? Je reprends mes 3 axes, acquérir, vendre et suivre. Et on va juste échanger sur le premier, donc acquérir. Donc acquérir, c'est le sourcing, entre autres, c'est du marketing. Alors qu'est-ce que permet une CRM? Qu'est-ce que permet la connaissance client? La connaissance client, justement, ça permet de cibler précisément grâce aux données. J'en ai donné un exemple juste avant. Un père de famille, 3 enfants,
On va rarement lui proposer une petite voiture de sport, on va plutôt lui proposer un Touran. Je ne fais pas de placement de produit, mais voilà, c'est plutôt voilà. C'est un exemple très simple, hein. Mais l'idée, c'est d'accumuler suffisamment d'informations et d'historique autour de mon client pour être capable de lui fournir et de lui pousser une offre le plus proche de ses attentes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, cibler, ça permet aussi d'avoir suffisamment de données pour segmenter correctement sa base. Là, c'est le domaine marketing, mais l'idée, c'est justement d'être capable de venir, quand vous avez vos données, donc de venir segmenter, donc d'organiser votre base de données en fonction des segments et des cibles que vous souhaitez adresser. L'éternelle cible de la ménagère de plus de 50 ans, enfin voilà, on est sur ce genre de process. Construisez, gérez vos contenus marketing. C'est très important d'avoir aujourd'hui des outils capables de vous générer des campagnes de mails, capables de vous générer des contenus de vos mails, contextualisés encore une fois aux données que vous avez stockées par rapport à votre client. Automatisez vos campagnes multicanales. Donc ça, c'est également des outils qui vous permettent d'organiser vos campagnes. Donc une campagne marketing, encore une fois un exemple très pragmatique, j'envoie un mail, je capte le retour, j'étudie ce qui est le taux de clic, etc. Et donc derrière, je sais quels sont les potentiels clients que je vais pouvoir rappeler dans une démarche plutôt commerciale. Automatiser, ça permet de faire par exemple des choses très, très concrètes, mais qui justement ne sont pas faites par l'utilisateur. Automatiser une campagne d'anniversaire. Créer une campagne où la campagne va lire les dates d'anniversaire de mes clients à l'intérieur de la base et va adresser un message spécifique de manière automatique et récurrente pour chaque client. Ça, c'est important aujourd'hui. Ça favorise aussi la fidélisation. Prospection, satisfaction, pourquoi? Parce que le marketing, ou en tout cas l'adressage marketing, ça n'est pas uniquement le côté je fais du sourcing et je récupère l'information, mais de manière plus générale, c'est comment je traite l'image de marque aussi auprès de mon client, comment je diffuse l'information de ma société, comment je diffuse les offres, mais aussi que pensent mes clients de ma marque. Et donc, un outil efficace, c'est également, ou en tout cas une CRM efficace, c'est également une capacité à prospecter, à envoyer l'information via des canaux mail, etc., mais aussi à être capable de capter l'information. Que pensent mes clients de mes dernières prestations? Que pensent mes clients de ma dernière campagne marketing? En captant des infos diverses et variées, soit par du direct, j'envoie un questionnaire de satisfaction, soit par de l'écoute, par exemple, de réseaux sociaux. Que pense ce client-là sur ma page Facebook? Est-ce qu'il like? Ou inversement. Suivez vos retours de campagne. Vous envoyez une campagne de mail, par exemple. C'est très important que l'outil soit capable de capter automatiquement ces retours de campagne. Qui a cliqué? Qui a ouvert? Est-ce qu'il a ouvert à tel endroit? Etc. Et derrière, de manière automatique, la CRM doit être capable de capter ces retours et d'organiser en fait ces retours, de vous fournir l'information très simplement, par exemple sous forme d'une tâche. Attention, cette personne-là a cliqué sur je suis intéressé par l'offre CRM, admettons. Et donc, ce retour va être organisé en fonction de la typologie du client, en fonction de où est-ce qu'il a cliqué. Donc on automatise toutes ces tâches pour que ce soit plus fluide et encore une fois pour aller plus vite dans la détection d'affaires. Maîtrisez votre ROI, donc retour sur investissement, encore un acronyme américain. L'idée, c'est de faire la boucle générale. Donc à partir du moment où vous mettez un budget marketing, la première chose que vous souhaitez aussi à la fin de la chaîne, c'est de savoir ce que ça vous a rapporté comme chiffre d'affaires, quelle est la transformation réelle du fait que j'investis de l'argent dans une campagne marketing, qu'est-ce que ça m'a rapporté tout simplement. Et ça, c'est possible dans un outil qui communique, qui est capable de aussi bien générer un budget marketing à l'entrée, que vous dire, bah, tu as généré autant de chiffre d'affaires en sortie en fonction du canal. Tu as choisi ce canal mail, tu as fait cette campagne, et par définition, on est capable de faire la boucle complète et de dire, ben voilà, le chiffre d'affaires généré par cette campagne, c'est autant. Et ça, c'est primordial. Alors l'exemple, je l'ai dit, mais je vais le représenter. Campagne de mail. La descente automatique des retours doit se faire directement dans la CRM. Et donc, demain, vous êtes capable de le traiter quasi instantanément. Une personne qui va ouvrir un mail, dans les secondes qui suivent, un commercial peut recevoir une tâche sur son téléphone. Cette personne a ouvert le mail. Ça permet surtout d'être plus optimisé dans l'organisation du travail.
Donc la descente automatique arrive dans la CRM, traitement par l'équipe en direct, ou acheminement en fonction de l'offre. Par exemple, j'ai 3 offres, j'ai 3 secteurs, j'ai 3 responsables commerciaux. Si la personne clique sur la première offre, c'est le responsable commercial qui traite le sujet concerné. Donc encore une fois, l'organisation du travail. Deuxième axe, vendre. Un des axes principaux de la CRM, c'est souvent celui-là dont on entend parler. Commercialiser. Forcément, maintenant qu'on a sourcé les clients, qu'on a potentiellement récupéré un certain nombre de prospects intéressés parce qu'il a cliqué sur le mail, parce qu'il a répondu à l'appel, etc., eh bien, il faut traiter le sujet. Donc, ce sujet arrive automatiquement dans ma CRM et ça me permet d'organiser justement mon quotidien, tout simplement parce que la CRM est connectée à l'intégralité de mes outils. Elle est connectée à mon smartphone, par exemple, elle est connectée à mon site web. Et donc, j'organise facilement mon activité parce que je sais ce que j'ai à faire. J'ai tout de suite le prospect potentiel dans mon tableau de bord et je peux, depuis ma CRM, lui prévoir un rendez-vous, le rappeler et commencer à définir l'affaire avec lui. Ça permet aussi d'identifier les affaires à prioriser. Si vous centralisez toutes les données au sein d'une même solution, d'un même outil, avec une qualification des affaires, j'ai par exemple 30 opportunités en cours, je ne vais pas donner la même énergie à ces 30 opportunités, parce que les 30 opportunités ne sont pas forcément au même niveau du processus. Alors une opportunité, c'est une affaire, hein, c'est au sens général. Et l'idée, c'est que j'ai certaines affaires, certaines opportunités. J'ai croisé quelqu'un, il m'a parlé d'un sujet, où il a répondu à un mail. Il faut que je traite cette opportunité de manière un peu plus longue. Je vais prendre un premier rendez-vous, je vais qualifier ses besoins, etc. Donc c'est un process qui est un peu plus long. Alors que j'ai certaines opportunités où je suis quasi à l'état où je peux signer. Je sais que j'ai des concurrents en face, j'ai déjà vu ses besoins. Et donc, cette capacité de centraliser toutes les données, ça permet aussi de prioriser et de donner l'énergie nécessaire là où il faut. Personnaliser chaque étape du process, c'est ce qu'on se disait au tout début, c'est être capable d'adapter le processus standard qui sont dans les outils habituellement, parce que tout le monde n'a pas le même processus du premier rendez-vous qualification, deuxième rendez-vous je fais un devis, troisième rendez-vous je signe ou pas. On n'est pas forcément dans ce process-là, ça c'est le process très scolaire. L'idée c'est que chaque société a son propre processus, donc on vient adapter ce process, y compris en fonction du produit, par exemple, qu'on va proposer à mon client. Nous on a rencontré par exemple des clients qui avaient une gamme de produits, on va dire qu'ils ont 3 familles de produits, et sur ces 3 familles, chaque famille a un process bien spécifique, avec des étapes et des personnes bien particulières. Et donc on adapte ces process-là pour que ce soit fluide et une aide à l'utilisateur et pas contraignant. Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin. Ça c'est tout simple, hein. Ça se comprend forcément. C'est qu'à partir du moment où on met l'intégralité des données, ou en tout cas que la CRM est capable de lire l'intégralité des données qui concernent mon client, c'est beaucoup plus simple après, quand on est en face d'un client, d'avoir le dernier rendez-vous, la dernière négociation, le devis en cours, l'état de la facturation, quand est-ce que je l'ai appelé, qui m'en a parlé. Toutes ces données-là, c'est très important dans la relation avec votre client. Déjà parce que lui comprend que vous êtes en connaissance du sujet, et puis vous êtes bien plus serein pour échanger. Automatiser les tâches non productives, ça c'est un des grands axes aussi de la CRM, c'est faire gagner du temps aux équipes. Donc ça c'est très simple aussi, l'édition d'un devis, par exemple. C'est quelque chose qui, toutes les données sont dans la CRM, toutes les données sont dans les outils. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de CRM, ou si en tout cas vous avez 3-4 solutions différentes, vous avez toutes les données dans vos solutions pour éditer un devis de manière automatique. Le nom du client, la gamme produit qu'il a acheté, la date, etc. Enfin, toutes ces données-là, vous êtes capable de le faire de manière automatique. Sauf que si vous avez 3, 4, 5 solutions différentes, ça devient vite contraignant et on se rend compte que la plupart du temps, ce sont les clients qui le font et qui devisent manuellement. L'idée d'automatiser les tâches non productives, le devis d'un exemple, c'est justement d'arriver à la fin, entre guillemets, de l'étape de process, un peu d'opportunité, et donc je sais ce que mon client souhaite, j'ai bien compris ce qu'il souhaitait, je lui ai fait une première proposition, et à partir de cette proposition-là, je dois éditer un devis très simplement. Et donc le process est très global. J'édite un devis, puis j'édite une facturation, tout ça c'est lié. À partir du moment où vous avez toutes les données à l'intérieur de la solution, ça ne doit pas être contraignant. Et le fait d'avoir toutes ces opportunités, tous ces avancements, tous ces chiffres d'affaires potentiels, vous donne une vision sur votre activité. Qu'est-ce que demain je suis quasi sûr de signer en termes de chiffre d'affaires? Où en est votre activité?
Juste une présentation, donc un exemple qui illustre en fait le côté je casse les silos. J'ai un prospect qui donc descend automatiquement dans ma CRM parce qu'il a répondu à un appel téléphonique, donc à une campagne marketing. Derrière, ce prospect va être récupéré par un des commerciaux et va rentrer dans un process un peu plus de découverte. Qu'est-ce que souhaite mon prospect? Qui est mon prospect? Etc., etc. Où on va donc affiner l'opportunité pour être capable d'aller lui proposer une solution. Cette proposition, elle se matérialise la plupart du temps par un devis, ou en tout cas par un échange, et va donner naissance, normalement, à une commande qui suit une signature et donc un process de facturation. Là, on est sur, parfois, dans pas mal de boîtes rencontrées, on est sur 3 services différents. Où on va être sur un service qui va gérer la prospection et fournir le prospect au commercial. On va être sur un service qui va prendre l'opportunité, la travailler et faire un premier devis. Et on va être sur un service qui va ensuite gérer la commande et la facturation. On est sur 3 silos différents. L'idée, c'est de traverser ces silos et de prendre bien le process client comme prioritaire. Troisième pan, suivre, maintenant qu'on a sourcé le prospect, qu'on a réussi à lui vendre, il ne faut pas s'arrêter là. La centralisation de l'information, c'est primordial pour un bon service client. Un exemple, encore une fois, très concret, un client qui appelle son commercial, parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est le référent, même s'il y a un numéro de support, une adresse mail, etc. La plupart du temps, quand on a un souci, on appelle la personne qui nous a vendu le sujet, ou en tout cas qui est en relation directe avec nous. Et cette personne-là doit être en capacité de répondre sur tout type de questions. Où en est la production du produit, admettons, où en est la facturation, mais aussi quelles sont les nouvelles offres correspondantes à ces produits, etc. Donc la centralisation de l'information, ça permet de donner accès à l'intégralité de la vision du client à toute personne qui décroche le téléphone dans la société. Et ça, c'est très important. Ça permet de donner une vue unique du client. Toujours, encore une fois, sur ma réaction de casser les silos. Ou qu'on soit dans l'équipe marketing ou dans l'équipe qui s'occupe du service client, on a bien une vue unique du client à un instant T. Ça permet d'organiser le travail. Donc ça, organiser le travail, on va prendre l'exemple d'un centre d'appel ou d'un service qui possède plusieurs personnes dédiées au service et au suivi client. L'idée, c'est qu'on va recevoir beaucoup d'appels, on va recevoir beaucoup de mails à support@manelto.fr. On va recevoir des demandes ou des plaintes qui vont être générées sur des réseaux sociaux. L'objectif, c'est de récupérer ces informations-là de manière uniforme, de les structurer, encore une fois, de venir les prioriser, parce qu'on ne répond pas de la même manière à un client qui est pas trop satisfait sur un réseau social et qui se plaint. On ne répond pas de la même manière à ce client-là qu'un client qui prend son téléphone et qui appelle et qui se plaint en direct à une personne. Ce n'est pas le même process, ce n'est pas la même rapidité non plus de réponse. On est sur un besoin d'organiser. Et organiser, structurer, ça permet surtout de prioriser. Donc on est sur quelque chose de très file d'attente, par exemple. On peut imaginer une file d'attente où on va centraliser toutes les différentes demandes qui viennent de tous les différents canaux, donc toute sollicitation, parce que parfois les gens appellent le support pour juste savoir comment fonctionne l'outil. On n'est pas sur quelque chose de négatif, donc on n'est pas sur quelque chose de super prioritaire. Base de connaissances intelligentes. À force de faire des réponses à son client, à force de venir à 1, 2, 3, 4 fois répondre à un même besoin, l'idée c'est que ce soit l'outil qui soit capable d'apprendre le cas de résolution quasi identique à chaque fois qui a été proposé au client. Et donc demain, la 5e fois, l'outil va être capable de proposer, ou doit être capable de proposer à l'utilisateur une potentielle solution. Ça fait 4 fois que le client, ou qu'un client, plusieurs clients émettent un besoin ou émettent une problématique, et on y répond de cette manière-là. La 5e fois, l'outil doit être capable de proposer à l'utilisateur, tiens, est-ce que ça ne serait pas une piste de réponse? Collaborer en interne, échanger avec les clients, ça c'est encore une fois primordial, je le martèle depuis à peu près tous les slides. L'idée c'est qu'il faut être capable d'échanger pour fluidifier le processus et d'aller vite dans la réponse du client. Si la problématique du client quand il appelle le support, c'est une problématique de facturation, et que la personne qui décroche, c'est une personne de l'administratif ou tout simplement le commercial, il doit être en capacité de répondre
soit parce qu'il a l'information directement visuellement la CRM, soit parce qu'il est capable de collaborer et, admettons par exemple, de poser la question directement à l'équipe concernée. Et capitaliser sur l'information, ça permet de faire une base de connaissances intelligente, ça permet de collaborer. L'idée, c'est de centraliser encore une fois et d'historiser tous les échanges pour être capable de comprendre et donc d'exploiter les données d'un service client comme on exploite les données d'un service commercial. Donc l'exemple, hein, une demande client qui arrive, peu importe le canal, et peu importe la typologie de demande, hein, ça peut vraiment être une question comme ça peut être un vrai problème. Derrière, cette demande, elle est centralisée, elle est organisée. Première étape, on la qualifie. Donc cette qualification, elle permet demain, après, de prioriser. Ensuite, le système, la personne, est capable de consommer un historique et donc de visualiser si cette typologie de problématique n'a pas déjà été résolue d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, il y a collaboration. Le fait de renseigner voilà tel type de résolution que j'ai proposé à mon client et le client est satisfait de cette résolution, c'est quelque chose qui doit être partagé au sein de la société, historisé et être capable justement demain d'être réutilisé, donc capitalisé. Résultat et satisfaction, ça c'est encore une fois un des axes forcés d'un service client, de générer de la satisfaction, parce que derrière, quand on génère de la satisfaction, y compris côté service client, et bien potentiellement on est capable de générer aussi de l'opportunité et de revendre. Moi, j'ai bossé dans une boîte où 11% des commandes étaient en litige. Exactement. Et on avait 97% de taux de satisfaction. Alors, nous, on a d'autres exemples. Et le service qualité, quand il présentait ces chiffres-là, les gens disaient c'est pas possible. Et ben si, parce que les litiges étaient bien traités. Ouais. C'est tout. Nous, on a des exemples aussi comme ça où on se rend compte qu'en fait, en mettant en place des outils très collaboratifs, on est capable donc de fluidifier, encore une fois, d'accélérer les processus, etc., et d'augmenter la fidélisation du client. Et en fait, le service client qui était vu au préalable, avant l'arrivée donc des outils un peu centraux comme ça, qui était vu comme le service de plainte, hein, par définition, où systématiquement c'était très négatif, c'était vu de toute façon comme quelque chose de négatif, et ben demain est devenu, quelques temps après, hein, est devenu un service qui générait du chiffre d'affaires. Un service client où ils étaient vus très négatifs, qui génère du chiffre d'affaires, c'était la révolution. Pourquoi? Parce que justement, en augmentant cette satisfaction, on a réussi aussi à transformer cette partie service client et faire, alors je ne vais pas dire du cross-sell, mais en tout cas être capable de faire de la vente grâce à cette satisfaction. J'ai résolu votre problème, vous êtes très satisfait. Tiens, je vois dans ma CRM, je ne le dis pas, mais je vois dans ma CRM que parce que vous êtes satisfait et que vous avez 3 enfants et que vous avez acheté telle chose, etc., etc., la personne pourrait être en mesure d'être intéressée par un autre sujet. Et donc j'en profite. Tiens, on vous a déjà parlé de cette offre-là? Non, je vais vous mettre en relation avec, etc., etc. Ah, puis quand on voit les coûts d'acquisition, moi c'est ce que je connais le mieux, là où je bossais précédemment, un nouveau client nous coûtait 2000 €. C'est-à-dire qu'on prenait les salaires des commerciaux, le budget marketing, on divisait par le nombre de nouveaux clients créés. C'est 2000 € pour amener un nouveau client dans le fichier. Donc tout ce qui coûte moins cher que 2000 € pour garder un client, c'est extrêmement intéressant. Et gérer les litiges et le SAV, ça coûte jamais ça, quoi. Et puis c'est une boucle vertueuse. Parce Bien que sûr. demain, un client qui est satisfait est un prospect potentiel, mais surtout un ambassadeur. Et donc, on est sur un cercle vertueux. Alors, quand on parle de connaissance client, c'est une synthèse un peu de ce qu'on vient de se dire. On parle de la vision 360. On parle souvent de vision 360, mon contact 360. Grossièrement, on voit tout du contact, etc. Mais en application, ça sert à quoi? Monsieur X, qui est un client de la société, admettons Manetto, par exemple, et autour de Monsieur X gravite un certain nombre de besoins, gravite un certain nombre d'échanges avec ma société, que je ne maîtrise pas forcément, parce que j'ai une grande équipe. Et aujourd'hui, je dois m'assurer, moi, en tant que responsable, je dois m'assurer en tant que responsable de ma société, et admettons responsable de ce client, que toutes les personnes qui gravitent autour de mon client soient en mesure de répondre de la même manière les mêmes informations. Donc j'ai Jeanne, chargée de compte, donc responsable commercial de la partie dont M. X fait partie, qui pose la question où en est le devis avec M. X et quand dois-je le rappeler. La CRM va lui donner l'information. De la même manière, Thomas, qui est à l'administration,
alerte l'équipe, ou en tout cas a besoin d'envoyer une alerte, comme quoi, attention, ce client n'a pas réglé sa dernière facture. Et c'est un sujet qui est important d'avoir avant toute nouvelle commande. Marc, à l'accueil, lui, a reçu un mail de Monsieur X, il a reconnu Monsieur X, par contre, c'est plus la même adresse mail. Donc là, c'est gênant, hein, parce que par définition, il n'y a que Marc qui est au courant qu'il a changé son adresse mail. Benjamin, au marketing, a remarqué que sur la page Facebook, Monsieur X s'est inscrit et est plutôt ambassadeur de la marque. Il a liké les quelques dernières campagnes et il est plutôt positif quand il échange avec nous sur la page Facebook de la société. Et puis enfin Sandra, qui est elle responsable du service client, a comptabilisé 3-4 appels téléphoniques de Monsieur X à mon service client et souhaiterait avoir l'information de satisfaction. Est-ce que Monsieur X est satisfait des réponses du service client, etc. Toutes ces personnes-là doivent interagir. L'information de Sandra est très importante pour Thomas, ou inversement. L'information de Thomas, comme quoi ce client n'a pas payé sa dernière facture, est primordiale pour Benjamin, ou admettons pour Jeanne, par exemple, la chargée de compte. Et puis l'information la plus pragmatique et la plus simple, mais qui par contre est primordiale pour toutes, c'est le fait que Monsieur X a changé de coordonnées. Et bien tout ça, toutes ces personnes-là interagissent avec un seul et même outil, la base CRM, et demain, n'importe qui consomme cette base CRM a l'information. Marc va modifier l'adresse mail, Benjamin a la nouvelle adresse mail. Sandra envoie le questionnaire de satisfaction, Benjamin saura quel est le niveau de satisfaction de ce client. Et donc pourra, avec ce questionnaire, plus le fait qu'il est ambassadeur sur Facebook, travailler avec Jeanne pour lui offrir, admettons 30% sur un sujet, et donc régénérer de l'opportunité. Voilà une des concrétisations de la vision 360. Le partage de l'information est très important autour de Monsieur X, et tout le monde connaît les mêmes informations sur Monsieur X. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Alors, tout ce qu'on vient de voir là, c'est du standard, entre guillemets, c'est l'état de l'art de la CRM. Qu'est-ce qu'une CRM doit faire au minimum aujourd'hui? Du marketing, de l'acquisition, de la commercialisation, de la vente et du service après-vente. Ça, c'est nos 3 axes. Déjà, si une CRM ne fait pas ça, c'est gênant. Parce que la centralisation de l'information, si ça ne concerne que le commerce, c'est plus une centralisation. Maintenant, aujourd'hui, comment trouver un différenciant, parce qu'il y en a plein sur le marché, forcément, des CRM. Quelle est la différence? Quels sont les différenciants d'un bon CRM? Alors, c'est des portes ouvertes. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais quand on creuse un peu, c'est pas si évident que ça. Évidemment, la donnée client, elle doit être accessible partout. Partout et tout le temps. Pour répondre à de nouveaux usages, pour répondre au fait que la plupart des équipes commerciales sont en déplacement ou n'ont pas forcément prévu de manière bien stricte, je rencontre telle personne, tel client à telle heure. Et donc n'ont pas le temps, parfois, de préparer le sujet. De toute façon, l'idée c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on travaille avec son smartphone. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, cette info doit être accessible partout, tout le temps. Peu importe le support. L'idée, c'est que la solution s'adapte à vous, et encore une fois, pas l'inverse. Donc, tablette, smartphone, PC, etc. Et encore une fois, c'est la solution qui doit pousser les informations, peu importe comment vous les récupérez. En mobilité, on doit être capable de tout faire. La mobilité, c'est pas juste j'ai les informations de mon contact, nom, prénom, adresse mail, parce que ça, c'est une base de contact. Il faut aller plus loin. On doit être capable de gérer ses ventes, de faire avancer son processus commercial, de créer des nouveaux rendez-vous, de récupérer les documents, d'être capable de visualiser rapidement une dernière facturation sur un client, mais d'être capable aussi de savoir qui, par exemple, m'a mis en relation avec ce client. Plutôt service client, de suivre les interventions. Je suis un service de dépannage sur site. Je dois être capable d'informer rapidement mon client et en informant la CRM, par exemple, que l'intervention va nécessiter une expertise complémentaire et donc une seconde intervention. Je suis en mobilité, encore une fois. Accéder à vos fichiers, qu'ils soient documents, données, etc., ça c'est évident. Et piloter. Savoir où on en est, savoir où on va. Et en termes d'organisation, savoir aussi ce que j'ai à faire. Parce que l'idée, c'est que ce soit
l'information qui vient à vous, encore une fois, et pas à vous d'aller chercher l'information. Donc si vous êtes utilisateur d'un smartphone et que l'utilisateur me dit « moi je passe principalement par ce canal-là », c'est le smartphone que j'utilise. C'est le smartphone qui doit pousser les informations. Une nouvelle tâche, un nouveau prospect à traiter, un rendez-vous. Tout est connecté. Collaborative. Alors collaborative, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ça permet d'échanger autour d'une affaire. Je vais prendre mon exemple très concret. Nous, dans notre domaine, quand on réalise une affaire, quand on suit une affaire, on a plusieurs étapes. On rencontre une première fois le client, admettons c'est moi qui vais le rencontrer, on va faire connaissance, on va découvrir son besoin, on va chercher avec lui les éventuelles problématiques aujourd'hui qu'il a au sein de sa société. Et puis demain, prochain rendez-vous, je vais lui proposer une réponse, lui proposer une solution à cette problématique. Cette proposition, je ne la fais pas tout seul. Parce que déjà, je n'ai pas toutes les compétences. Et puis l'idée, c'est qu'il vaut mieux être 3-4 à réfléchir à un sujet. En tout cas, dans notre domaine, c'est comme ça. Plutôt que d'être seul à répondre, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Voilà. Et donc, on va être capable de travailler de manière très transverse, encore une fois, autour d'un document. Mon associé va être chez lui, moi je vais être au bureau. On va co-construire un document ensemble. Ce document étant lié à l'offre. Demain, si je me représente chez le client avec ma CRM, le document est stocké dans l'offre, etc. Donc on travaille ensemble. Demander une information, travailler à distance, valider les documents. Donc là, on est sur des processus de validation. Si par exemple, dans ma société, a été défini un process comme quoi le document, avant de l'offre, avant d'être envoyé au client, doit être certifié, signé par telle et telle personne, ça doit être automatisé. Donc ce document doit passer d'étape en étape tout seul. Donc on est encore une fois là, sur l'axe de la collaboration. Travailler en équipe, à distance, en interne et avec vos clients. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Aujourd'hui, on a l'ouverture des sociétés vis-à-vis de leurs clients. On n'est plus sur quelque chose de très vertical, on est encore une fois sur quelque chose de très transverse. Nous équipons aujourd'hui les sociétés avec des solutions qui leur permettent de collaborer en interne, d'échanger les données, mais aussi de s'ouvrir auprès de leurs clients. De leur ouvrir des portails d'échange de documents, de leur ouvrir des portails de récupération d'informations, de dépôt de documents, qui leur permet justement d'avoir une vision de processus très globale, depuis l'entrée dans l'affaire, où je dois fournir par exemple des pièces justificatives, admettons, où mon client récupère une première version du cahier des charges, etc. Et donc là, on est sur quelque chose où on évite le mail, avec les 84 mails, les 8 personnes en copie et les 12 versions qui naviguent. On est sur quelque chose de, encore une fois, centralisé, mais partagé. Ouvert en interne, comme à l'externe. Alors, intégré, structuré et adaptable. Suffisamment standard pour être pérenne. Un outil, aujourd'hui, quand on parle de gestion de relations clients, ce sont des outils qui mettent du temps à se mettre en place et qui mettent du temps à être appropriés par les utilisateurs. Demain, ces solutions-là doivent être associées et doivent être suffisamment standards, suffisamment suivies par l'éditeur, par les équipes, etc., pour s'assurer une pérennité dans le temps et une évolution continue. Suffisamment souple pour s'adapter, parce que c'est pas tout d'avoir un outil très standard, il ne faut pas que cet outil soit très strict. Réussir à trouver le bon équilibre entre un outil suffisamment standard pour être pérenne, mais suffisamment souple et personnalisable pour venir ajuster le process de vente, pour venir donner les petites modifications à faire pour que ça colle complètement à ce qu'attend mon client. C'est un outil qui est intégré, c'est-à-dire au cœur de votre système, au cœur du système client. Ce n'est pas un outil parmi la grappe des 5, 6, 8 outils que vous possédez dans votre société. L'idée, c'est bien de mettre l'outil, c'est l'outil le plus central du système client. Une aide pour l'utilisateur, forcément pas une contrainte, et encore une fois, pour répondre à suffisamment souple pour s'adapter, c'est un outil qui évolue avec vous. Demain, on n'arrive pas dans une société pour faire un Big Bang général, on jette les 4 outils qui existent et on modifie l'intégralité du système. Non. On vient commencer tout doucement par certains processus, ensuite on équipe d'autres équipes petit à petit et on fait grandir la société et on modifie la solution pour justement la faire évoluer en fonction des besoins des différentes structures de la société. Et puis demain, la société en elle-même évolue. Ces processus changent, des utilisateurs complémentaires arrivent, des services se créent, etc. Et donc l'outil vient évoluer avec vous. Facile à l'usage, ça c'est évident. Aujourd'hui, on ne supporte plus des formations didactiques de 12 heures pour être capable d'utiliser la fonction « je crée un rendez-vous ». Ça doit forcément être encore une fois la solution qui s'adapte à vous.
et qui s'adapte à vos usages. Lié à vos outils du quotidien, c'est la solution qui pousse les informations dans vos outils du quotidien. Démarrage rapide et sans contrainte, c'est plutôt l'axe projet. On a souvent entendu parler, ou en tout cas vous en avez certainement entendu parler, la gestion de projet dans le domaine CRM, souvent les gens ont peur, c'est long, c'est cher. Voilà. Et donc non, je ne mets pas de CRM parce que c'est trop long et c'est trop cher. C'est pas vrai. C'est pas trop long, c'est pas trop cher. Si on est capable de bien cibler ce qu'on attend de la CRM, si le client est capable avec nous d'échanger et de bien préciser qu'est-ce que j'attends de mon outil de CRM. Ça peut aller vite et c'est surtout adapté à vos besoins. Encore une fois, si avec la CRM on veut développer son service commercial à un instant T, etc., on va commencer petit à petit, on va les équiper au fur et à mesure et donc adapter au fur et à mesure la solution aux besoins du client. Évolution et ajustement, encore une fois, dans le temps, parce que ce sont des process qui changent. Un process de facturation change moins vite qu'un process commercial, y compris au sein des équipes. Et donc on vient donner les ajustements nécessaires au fur et à mesure de la vie de l'outil au sein de la société. Et dans le cloud, ça, demain, ça va être quasi omniprésent. Alors, dans le cloud, est-ce que tout le monde gère cette notion de cloud? Oui? Non? Moi, je t'expliquerai. Dans le cloud, l'idée, c'est de se dédouaner des contraintes de la machine, on va dire. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Vous louez un service plutôt qu'acheter un ensemble d'infrastructures, un ensemble de logiciels que vous allez internaliser. Donc l'idée, c'est que la solution, vous en profitez, elle n'est pas chez vous. Alors ça peut être un peu perturbant au début, mais c'est surtout une économie financière, parce que vous changez de façon de faire, vous ne faites que louer un service. Pour être très, très concret, vous ne payez pas la machine qui héberge votre logiciel, vous ne payez pas la personne ou les services de la personne qui traite la machine. Et l'idée, c'est de profiter uniquement du service. C'est de la location longue durée, comme la voiture. Économie financière, économie de temps aussi, parce que forcément, ça va plus vite à déployer, c'est plus pratique. Nouveau modèle économique, ça, je viens de le dire, toujours à jour, ça c'est très important. Comme vous êtes associé à une location, cette solution est toujours à jour, elle se met à jour et elle évolue encore une fois avec vous. Flexible. Un exemple, vous avez 2 utilisateurs complémentaires pendant 2 mois pour faire une reprise de données très spécifique, vous avez 2 stagiaires. Vous êtes capable de prendre 2 accès à cette solution pendant un temps donné pour ne justement être pragmatique et n'avoir que ce dont vous avez besoin en termes de dépenses. Et plus sécurisé, et oui, même si c'est sur Internet, même si c'est accès distant, même si tout ça, il faut savoir que derrière le SaaS, ce sont des énormes sociétés qui garantissent un niveau de sécurité pour des boîtes qui font 3000 personnes et qui sont multinationales. Et vous êtes sur les mêmes serveurs, vous êtes sur les mêmes outils. Donc demain, vous êtes sur le même niveau de sécurité. Oui, le SaaS, c'est sécurisé. Voilà. Alors, j'étais vite, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points, des idées, des échanges, un café? Est-ce que vous avez des remarques sur la présentation? C'était clair. Très très clair. Vas-y, je t'en prie. Je présente rapidement Manelto, tant qu'à faire. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, Manelto c'est quoi? Manelto c'est une société qui vient comprendre comment fonctionne le client, qui vient appréhender ses besoins, comprendre ses problématiques, comprendre là où on peut intervenir chez lui pour optimiser ses processus et faire que ce soit plus efficace tout simplement, en termes de commerce, en termes de marketing, etc. On vient optimiser cette notion de connaissance client en comprenant comment fonctionne le client, en y mettant la solution, la meilleure du marché, maintenant je peux le dire, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, en y déployant donc la solution, en paramétrant ce qu'il faut pour le client pour que ce soit transparent pour lui et efficace, et surtout, quand tout est fait, quand tout est terminé, bah, le vrai problème commence, ou en tout cas le vrai challenge commence, c'est l'accompagnement. Parce que quand le client est livré à sa solution et tout fonctionne à un instant T, 3 mois plus tard, 2 semaines plus tard, 2 heures plus tard parfois, il y a des choses à ajuster. Le client utilise et se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qui est nécessaire, ou le process qu'on a identifié au début, il n'est pas tout à fait comme celui-là,
Et donc on vient accompagner le client dans la durée, en formant les nouveaux utilisateurs, en faisant évoluer la solution, en ajustant ce qu'il faut, etc. Et nous sommes partenaires Microsoft, donc nous commercialisons et déployons les solutions Microsoft. La solution que tout le monde connaît, Office 365, que tout le monde croit connaître, mais ça c'est une prochaine conférence, et la brique Microsoft Dynamics, qui est la brique métier de Microsoft, qui permet de répondre à des problématiques de gestion client, entre autres. Voilà. Une dernière chose que je trouve assez importante, notamment par notre expérience. Le meilleur CRM, c'est quoi? C'est nos clients. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beau mettre le meilleur outil du monde, ou un des meilleurs outils du monde, on va tout de même pas être trop... Voilà, le CRM n'est qu'un outil. Donc ce qu'on met surtout en avant, c'est la phase de conseil et la phase d'accompagnement en amont, pour être certain que le client ait une vraie conscience de ce qu'est une connaissance client, et quels sont ses besoins, quelles sont ses volontés, où est-ce qu'il va dans cette connaissance client. C'est ce qu'on appelle la transformation, entre autres choses. Donc les méthodes, les process, la culture du client, c'est propre à la société. Si on a une culture du client, un X par exemple, ou un tel, l'idée c'est que demain, on a beau mettre une CRM avec des jours de déploiement, on gardera cette même culture. Si la culture initiale ne fonctionnait pas, c'est pas parce qu'on va mettre une CRM que ça fonctionnera mieux. La CRM n'est qu'un outil et une aide à cette transformation vers une culture client centralisée. Merci.